RCF. Vous écoutez la viticulture en question, l'émission qui vous plonge au cœur de la vigne. Présentée par Hubert Cartel. Chaque semaine, cultivons ensemble l'avenir de nos terroirs. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission La viticulture en question. Bonjour Bertrand Trépeau, qui est celui qui répond aux questions sur la viticulture. Bonjour Hubert, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, Bertrand, un grand événement en 2025, c'est le 10e anniversaire de l'inscription des coteaux, maisons et caves de la Champagne à l'UNESCO. Donc la question aujourd'hui, après ces 10 années, peut-on faire globalement un bilan ? Quel est-il ce bilan ? Alors on peut faire un bilan sans que la chose soit forcément aisée. En tout cas, de se dire, on peut regarder ça sous deux angles. Tout d'abord, cette reconnaissance internationale, elle a eu un impact sur la partie image, notoriété de la Champagne. Alors, on se dit que la Champagne, elle n'est pas sortie de l'ombre comme ça, parce que c'était déjà un des mots français les plus connus dans le monde. C'est un produit qui a marqué de sa patte des tas d'événements autour de la planète. Mais tout de même, en termes de notoriété et d'image, surtout parce que la région, elle porte le nom du produit. La Champagne, le champagne. Et deuxièmement, c'est d'un point de vue économique, c'est de se dire est-ce qu'on peut objectiver l'impact qu'a eu cette reconnaissance. Moi, je me souviens de Pierre Cheval, qui était l'ancien président de CDER et qui avait porté cette candidature jusqu'à son succès. Et quand Pierre voulait nous dire que d'autres régions avaient eu un impact sur la région, il prenait économique, il nous prenait l'exemple d'Albi. Et ça avait la force de l'image. Il disait, depuis qu'ils sont inscrits à l'UNESCO, ils ont dû agrandir la gare. Je ne sais pas si on a agrandi les gares de Champagne. On venait de les refaire avec l'arrivée du TGV. C'était pas la gare de Perpignan, c'était la gare d'Albi. Et donc, en disant cela, c'est quand même une ouverture. C'est que, en fait, l'UNESCO, ça apporte de la notoriété au niveau mondial. Et cette notoriété au niveau mondial, elle est bâtie sur des choses remarquables. Or, ça veut dire que on a une attraction pour le tourisme. Et donc, la question numéro 1, si on veut aborder la question sur les aspects économiques, c'est est-ce qu'il y a eu un développement touristique boosté par l'UNESCO ? Exactement. Alors, ça va se traduire comment ? Ça va se traduire par un nombre de visiteurs. On a des techniques aujourd'hui de comptage des visiteurs. Je vous en prends deux. On va pouvoir regarder les téléphones portables. Vous savez qu'on est tous traqués. Faut le vivre le mieux qu'on peut, le mieux qu'on puisse, qui est de dire, quand vous arrivez dans un pays, vous changez d'opérateur, on remarque que vous avez un bornage, on sait exactement où vous êtes, on sait d'où vous venez, donc on peut compter les touristes comme ça. Et aujourd'hui, quasiment tous les touristes ont un téléphone portable. C'est parfait. La deuxième méthode, un peu détournée mais qui marche quand même, c'est les paiements par carte. Parce qu'en fait, dès que vous payez avec une carte, on sait de la carte d'où la personne est censée venir, d'où elle habite, est-ce que c'est en France, est-ce que c'est à l'étranger, etc. Comme on règle un peu tout lié à nos comptes bancaires et à nos cartes, on arrive à avoir une autre donnée, une autre pièce du puzzle basée sur les paiements. Donc, pour en venir sur les touristes, très concrètement, dans l'étude qui a été faite sur l'impact de l'UNESCO et de l'arrivée en Champagne de ce label, entre 2016 et 2023, donc on n'a pas tout à fait les 10 ans, mais ça permet de voir un peu ce qui s'est passé pendant le reclassement, le nombre de touristes à Reims est passé de 1,1 million à 1,8 million, et la part de touristes internationaux dans cette fréquentation a aussi en pourcentage augmenté. Alors on pourrait se dire à Reims, est-ce qu'ils sont forcément venus pour le champagne ? Est-ce qu'ils sont pas venus pour la cathédrale? Est-ce qu'ils sont pas venus pour le patrimoine ou pour les restaurants, puisqu'il y a plein de bons restaurants. Donc, ok, peut-être que Reims, c'est pas uniquement lié à ça. Donc, il y a une autre ville où on a réussi à avoir un chiffrage assez précis de ce nombre de visiteurs sur cette période 2016-2023, c'est Auvillers. Auvillers, lieu de naissance de Dom Pérignon. Auvillers, c'est dans ce qu'on appelle la zone cœur, les coteaux historiques de l'inscription coteaux maison cave de Champagne. Et là, on a vu le nombre de visiteurs passer de 72 000 à 162 000. Doublé. Donc, un peu plus de en doublé. 8 ans. En 8 ans.
Donc là, ça devient clair qu'à Hautevillers, on va pour Champagne. On y va que pour Dom Pérignon et le site extraordinaire et le point de vue magnifique qu'il y a à Hautevillers. On a encore un autre comptage, et ça permet d'avoir l'impact vraiment économique lié au nombre de touristes. C'est la taxe de séjour. Ah oui. Puisque vous allez, à travers les Airbnb, les gîtes, les hôtels, etc., payer une taxe de séjour. Pas très régulièrement perçu, il faut le dire, mais c'est un indicateur. Sans être un expert de son taux de perception de collecte, on a eu le chiffre sur la communauté de communes de la Grande Vallée de la Marne, donc on est le long de la rivière sur une Comcom qui est essentiellement viticole. Là encore, je pense que sur la taxe de séjour, c'est principalement lié au champagne. Eh ben, elle est passée sur la période de 50 000 euros collectés à 350 000 euros collectés. 6 fois plus. Donc c'est pas. Donc ça veut dire qu'elle a été d'une part moralisée et donc mieux perçue et d'autre part qu'il y a eu plus de contributeurs. Deux explications effectivement. Mais en tout état de cause, on voit que ces chiffres-là montrent que le tourisme, ça a plutôt bien marché grâce à l'UNESCO. Très clairement. Et je vais juste compléter sur l'image et la notoriété parce que on a dit image et notoriété, ça rend le produit attractif, on devrait avoir plus de touristes. On vient de voir ça ensemble. Mais ça va aussi changer la perception que vont avoir les habitants. Et donc, selon une enquête qui a été menée dans le département de la Marne, le nombre d'habitants qui sont fiers de cette inscription, c'est 86% des habitants qui se disent fiers de cette reconnaissance et 82% qui pensent que ça a amélioré au cours des 10 ans l'image de leur région. Donc ça, c'est un sondage auprès des habitants du département. D'accord. Donc c'est des données très positives aussi, parce qu'il faut que le territoire s'en empare de cette. Oui, c'est une fierté voilà. Tout de même. Être inscrit à l'UNESCO, c'est quand même quelque chose. Et donc, quels sont en gros les acteurs économiques qui en ont le plus bénéficié? Alors quand vous avez des touristes, c'est très clair, vous allez avoir tout ce qui est dans le service touristique, ça va être l'hébergement, une partie de la restauration et puis ensuite les acteurs qui proposent des prestations œnotouristiques. Donc on va avoir aussi bien les vignerons que les maisons de champagne. Est-ce que par exemple on a vu s'implanter de nouvelles capacités d'hébergement au travers de professionnels de l'hébergement ou d'autres professionnels qui ont développé en annexe ces activités? On a vu les deux, devrais-je dire, parce que on a vu des exploitations viticoles renouvelées. On a vu une possibilité, on a pas mal de bâtis viticoles, notamment de vendangeoires, qui, n'étant plus aux normes de vendange et ne répondant plus exactement aux contraintes liées à la vendange, qui se sont pas mal développées sur les dernières années, ont fait à l'inverse des reconversions en gîtes et en activités de chambre d'hôtes. Alors là, on a observé clairement ce point en développement. On a de nouveaux hôtels qui sont implantés quand même sur le territoire. Plutôt du haut de gamme, d'ailleurs. Plutôt du haut de gamme. Et d'ailleurs, on a parlé de moyenne, mais vous savez, Hubert, un de mes réflexes CDER, c'est de me méfier des moyennes. Et de me dire que derrière une moyenne, il peut cacher des grandes disparités. Clairement, la petite musique derrière est de dire que cette hausse de fréquentation a particulièrement bénéficié à Reims, à Épernay, à l'avenue de Champagne, à quelques totems touristiques. Par contre, des quartiers et des secteurs viticoles plus éloignés n'ont pas bénéficié de la même façon de cette notoriété, de cette mise en lumière. Et on a même eu tendance à polariser le no-tourisme sur quelques sites emblématiques. Oui, donc ce que vous dites, en fait, puisqu'il faut le rappeler, ça n'est pas toute la Champagne qui a été classée. Ce sont certains coteaux, des maisons en particulier et des caves. Avec une répartition qui a quand même été largement discutée et avec beaucoup de concurrence sur moi je veux y être aussi. Hein. Mais avec une invention de Pierre Cheval et de son équipe qui était du jamais vu dans un dossier UNESCO, c'est la notion de zone d'engagement. C'est de dire, certes, j'ai un bien qui est classé, que je dois protéger, qui doit répondre à tous les critères de l'UNESCO, mais je vais en plus délimiter une surface qui n'est pas classée, mais qui participe quand même au dossier. La notion de zone d'engagement, c'est une invention champenoise et c'est une façon d'essayer de mettre tout le monde dans le train. Et ça donne l'espoir d'être classé un jour, si les engagements sont respectés? Ça n'est pas sûr. Non, je suis pas sûr. Ça n'est pas sûr, mais en tout cas, ça rend plus acceptable toute une sorte de dispositif, et je veux parler des contraintes. Est-ce que les contraintes ont été identifiées
et ont été mal vécues? Et quelles contraintes en particulier ont eu du mal à être acceptées? Alors vous savez, une contrainte, ça n'est jamais que négatif. Les contraintes que nous demande l'UNESCO, c'est aussi pour préserver d'abord le site, le bien classé, préserver son image et son attrait. Je vais vous prendre 2 exemples très concrets de l'implication de cette inscription. Par exemple, la création d'une charte éolienne. Pour aller dire en Champagne, on ne peut pas placer n'importe où des éoliennes par rapport au vignoble parce qu'un bien classé, c'est un paysage et qu'on ne peut pas altérer le caractère viticole de ce paysage en le rendant industriel, en mettant tous les 100 mètres un mât d'éoliennes. Oui, donc il y a eu la nécessité, et tout le monde était demandeur. C'est pour ça que c'est une contrainte, mais c'est une contrainte qui a du sens, qui a de la valeur, qui était que la mission puisse aider à construire cette charte éolienne. J'en prends un deuxième quand il y a eu le dossier des vignes semi-larges, les fameuses VSL. Eh bien, c'était une première dans un dossier champenois. On s'est posé la question du paysage. On s'est dit, est-ce que c'est compatible avec l'UNESCO? Donc, on a demandé à la mission de rendre un avis d'expert sur la dimension paysagère. Et je pense que ce réflexe de dire, maintenant, quand il y a un projet structurant champenois, on doit s'interroger vis-à-vis de l'inscription, c'est plutôt une bonne chose, c'est une bonne contrainte. Donc, il y a une contrainte autour de l'esthétique, on va dire, et le cahier des charges ou l'état des lieux tel qu'il existait pour obtenir cette classification. Alors, là, cette inscription, pardon. Là, on est en 2025. C'est l'anniversaire, le 10e anniversaire. Est-ce qu'il y a des actions qu'on connaît dès aujourd'hui qui vont permettre de rebooster ou de booster encore les effets de l'inscription à l'UNESCO? Oui, on va déjà avoir besoin de faire un nouveau plan de gestion. Ça, c'est une demande de l'UNESCO, c'est très important, c'est de dire, on a eu notre première phase. Maintenant, qu'est-ce qu'on prévoit dans les années qui viennent pour continuer à embellir le site, à le préserver, et on voudrait continuer à accueillir toujours plus de touristes. On a vu ensemble économiquement les retombées très positives que ça pouvait avoir sur le territoire. Et ça peut sembler prématuré en Champagne, mais j'espère qu'on y sera vite. C'est aussi d'éviter le surtourisme. C'est-à-dire que ce tourisme ne vienne pas abîmer le bien classé. À partir de quel moment Auvillers va devenir invivable et une espèce de petit village musée où plus personne ne peut s'arrêter parce qu'il y a des bus partout, ça devient congestionné, etc. C'est assez récent dans le monde du tourisme de prendre ça en tête, mais ces sites ont tout d'un coup un coup de projecteur international. Il faut commencer à prévoir la gestion de ces sites touristiques. Mais là, on a des expériences. En France, Rocamadour, qui devient infréquentable à certaines années, on a réussi à rendre attractifs des sites à proximité de façon à ce qu'une ensemble d'une région en bénéficie. Exactement. Donc d'où l'intérêt des engagements pris dans le dossier initial qui peuvent permettre effectivement pour les zones engagées de recevoir ces touristes en trop quelque part, ou en tout cas ceux qui créeraient la notion de surtourisme plus tard. Donc ça reste très actif. L'UNESCO n'est pas tombé en désuétude, au contraire, c'est un dossier de fond sur lequel la Champagne continue à travailler. Et sur lequel elle continuera à travailler parce qu'une deuxième dimension va arriver au bout des 10 ans, enfin une deuxième, je dis pas qu'elle n'a pas commencé, mais elle va devenir essentielle, c'est la transmission du bien. C'est-à-dire s'assurer que les jeunes générations perçoivent cette valeur universelle exceptionnelle, apprennent à en parler. C'est un long travail pour ancrer dans les esprits et passer le cap des générations suivantes. C'est le patrimoine. Merci beaucoup Bertrand, à très bientôt sur RCF. Merci.